Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. Jusqu'où iront, jusqu'à quand dureront les frappes israéliennes en Iran et les répliques iraniennes en Israël? Dans un instant, Joshua Zarka, l'ambassadeur d'Israël en France, et l'invité de Point de Vue. On reviendra aussi sur les buts de guerre et la vulnérabilité aussi de l'État hébreu. On s'intéressera aussi à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis alors que s'ouvre une nouvelle édition du G7 à Calgary au Canada. Cette guerre commerciale entre Pékin et Washington est-elle terminée? On posera la question à l'essayiste et entrepreneur David Bavrez. Auparavant, on va regarder avec Charlotte Cahuzac d'Opinionway où en est la France, où en est l'opinion, un an après la dissolution décidée par Emmanuel Macron et avant la fin du conclave sur les retraites. Point de vue, c'est parti. Bonjour Charlotte Cahuzac. Bonjour. Il y a un an, la France était en campagne électorale pour les élections législatives. Si elles avaient lieu aujourd'hui, les scores seraient-ils les mêmes ? En tout cas, si elle avait lieu aujourd'hui, ce qu'on constate ou ce qu'on voit dans l'opinion, c'est que les Français n'y sont pas majoritairement favorables à cette dissolution. Le contexte aujourd'hui est encore celui d'une incompréhension généralisée de ce qu'a pu faire le chef de l'État et on lui incombe totalement la responsabilité de ça. Je pose la question à la spécialiste des études qualitatives que vous êtes. Précisément, est-ce que cette incompréhension est due... je vous pose la question différemment. Est-ce que si une majorité absolue en faveur du bloc central s'était dégagée, ou en faveur encore mieux du parti présidentiel, il y aurait eu cette même incompréhension générale? Est-ce que cette incompréhension générale n'est pas plutôt le produit et le résultat, des résultats de cette élection? Non, bien sûr, en tout cas, c'est un tout, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est tout le système finalement politique que les Français remettent en question, la manière dont il est fait, dont les élus gèrent la politique. L'image de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est 24% d'opinion favorable. On est dans une crise démocratique très forte. Les Français n'y croient plus à hauteur de 3/4. Donc, bien évidemment, la dissolution fait partie aussi d'un tout qui fait qu'aujourd'hui, la responsabilité du marasme et finalement d'un phénomène de blocage perçu par les Français, on incombe principalement au chef de l'État et les difficultés sont toujours les mêmes aux yeux des Français aujourd'hui. Nos indicateurs montrent que les Français donc, ne veulent pas d'une nouvelle dissolution, les vôtres aussi. Est-ce que quand même, mettons-nous dans un scénario fictif, à quoi ressemblerait aujourd'hui, au regard des données dont on dispose, au regard des mouvements de l'opinion, à quoi ressemblerait une nouvelle Assemblée s'il y avait une dissolution? Alors, ce qu'on mesure dans les premières intentions de vote et les premiers tours législatifs, si ça avait lieu aujourd'hui, c'est qu'on a en tête le Rassemblement national, à peu près autour de 35%, suivi du NFP, puis du Bloc central et ensuite de la droite. Donc, en tout cas, dans ce qu'on mesure, voilà un peu le paysage politique qu'elle se dessine. Un rapport de force qui est assez comparable à celui qu'on a observé l'an dernier, en tout cas au premier tour des législatives. Toute la question est de savoir si on aurait, en tous les cas, ce même rapport de force au second tour. Alors, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on voit notamment au travers de l'image que porte LFI notamment et ses dirigeants, et tout finalement le rejet que l'opinion a à l'égard à la fois de ses dirigeants et de ce parti, montre, ou en tout cas peut démontrer que le Front républicain peut-être ne fonctionnerait plus à hauteur de ce qu'il aurait pu fonctionner, et que peut-être plus largement, le RN se positionnerait davantage favori. Mais encore une fois, ce sont des suppositions, nous ne le mesurons pas aujourd'hui. Des hypothèses. Les Français veulent-ils encore de Bayrou comme Premier ministre ? Alors,
on mesure effectivement qu'aujourd'hui, François Bayrou, sa cote de popularité est à peu près à 17% d'opinion favorable, ce qui en fait un des premiers ministres les moins bien cotés de la Ve République, même si on sait... pire comme au code de... c'est l'un des pires en tout cas. Mais c'est le jeu de la politique, c'est-à-dire que depuis qu'il y a des présidents et des premiers ministres, la popularité va descendante très largement. Donc c'est aussi le jeu, mais effectivement sa popularité est extrêmement faible. Il pâtit aussi sans doute... d'un manque d'autorité à l'Assemblée, d'une Assemblée qui est fracturée, et donc des difficultés, c'est sûr, pour lui aujourd'hui, à tenir la barre, et puis apparaître dans l'opinion comme faisant autorité, en tout cas. Si je vous suis, l'impopularité de François Bayrou est liée à son impuissance. Son impopularité est liée au fait que tout Premier ministre un jour est impopulaire déjà. Donc il y a une impopularité structurelle. Il y a une impopularité structurelle. Et conjoncturellement Et conjoncturellement, sans doute qu'il y a un effet là d'attentisme aussi, d'avoir besoin que des mesures se mettent en place, et des mesures fortes, et que les Français sont en attente de ça. Et qu'il y a, dans l'opinion, l'idée que les choses n'avancent pas suffisamment vite, et qu'on a besoin structurellement de faire avancer les choses. C'est intéressant parce que si je vous suis, donc l'immobilisme finalement du Premier ministre lui coûte des points de popularité. Or, on semble percevoir que le fait de gagner du temps constitue une de ses marques de fabrique. On l'a vu avec l'annonce du conclave pour les retraites, dont la dernière séance officiellement se tient ce mardi. Selon toute vraisemblance, le Premier ministre chercherait à gagner encore une fois du temps pour reporter en octobre, en tous les cas c'est ce qui se murmure, pour avoir un règlement de ces questions, ou en tous les cas pour que cette question revienne sur le tapis. Mais à vous écouter, ce genre de stratagème pourrait quand même lui coûter encore des points de popularité. Autrement dit, ce genre de stratagème déplaît fortement à l'opinion qui en attend de mesures. Oui, ça déplaît à l'opinion parce que dans le contexte tel qu'il est aujourd'hui, les Français ont besoin de mesures fortes, ont besoin d'écoute, qu'on comprenne leurs difficultés, que les choses avancent. Et si rien ne bouge, nécessairement, ça a un impact assez négatif sur l'opinion des Français. Qui sort gagnant de cette première année post-dissolution ? Alors, en tout cas, je peux déjà vous dire que le bloc central et Emmanuel Macron ne sort pas gagnant, en tout cas, de cette élection, très clairement. On voit bien que finalement, il y a des conflits se sont installés, des difficultés intestinales au sein de la gauche, donc des choses finalement sont assez compliquées. LFI aussi est pris dans un rapport assez conflictuel et radical à certains sujets qui finalement le met plutôt en péril son image. Et auprès de ses électeurs, sans doute là, les choses sont complexes aussi. Je ne dirais pas qu'il y en a un qui sort plus du lot. Je dirais que la situation est telle que finalement chacun accuse le coup aussi de cette dissolution et de cette année politique très compliquée. Je vous pose la question différemment. Si le RN n'avait pas eu, en tous les cas, si Marine Le Pen n'avait pas eu sa condamnation le 30 mars dernier, est-ce que, ce ne serait pas le parti qui serait aujourd'hui le mieux placé ? Alors, est-ce que le procès, le résultat du procès a véritablement un impact déjà sur l'opinion des Français ou l'opinion à l'égard du parti en particulier ? On n'en est pas certain. Enfin, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que de manière générale, les Français fustigent la corruption et la probité de nos élus d'une manière généralisée, qu'ils ne l'imputent pas précisément RN. Donc je ne suis pas sûre à date que le résultat du procès ait entaché quelque part la popularité ou en tout cas du RN, et qu'il en sortirait plus ou moins gagnant à la suite de ça. Question encore à la spécialiste des études qualitatives. Quel est le poids de l'immigration dans la formation de l'opinion des Français aujourd'hui ?
Alors, ce qu'on mesure, en tout cas, même dans nos études quantitatives, pour le coup, dans les préoccupations qui sont vraiment celles les plus fortes, l'immigration est plutôt en 4e ou 5e position. Elle vient après, notamment, l'insécurité. Donc, c'est pas un sujet de préoccupation qui est mesuré de manière majeure comme le pouvoir d'achat. On sait que c'est le premier sujet de préoccupation aujourd'hui dans l'opinion. Cependant, ça reste évidemment un sujet pour les Français, mais c'est pas un sujet aujourd'hui majeur, en tout cas, de préoccupation. Alors, je vous pose la question sur le pouvoir d'achat, c'est très intéressant. Alors, c'était d'autres instituts de sondage, mais qui avaient fait ce sondage où on voyait effectivement, comme partout, que le pouvoir d'achat était le sujet de préoccupation majeur des Français, le sujet de préoccupation numéro 1. Or, quand on regardait dans le détail, ce qu'on observait par segment, c'est-à-dire par affinité électorale de chaque Français, on s'apercevait que jamais le pouvoir d'achat n'arrivait en préoccupation numéro 1, il arrivait en haut, en 2, en 3 parfois, et finalement c'est en faisant la moyenne de tous ces segments qu'on voyait que ce pouvoir d'achat arrivait en tête des préoccupations des Français. Alors, est-ce que vous avez vu d'autres choses à travers vos études ? Est-ce que vous avez vu qu'il y a une partie, en tous les cas de l'opinion, un des segments, dans un de ces segments, est-ce que vous avez eu des indicateurs différents, ou bien est-ce que vous avez observé le même phénomène ? Pour le pouvoir d'achat ? Pour le pouvoir d'achat. Alors, on peut mesurer que c'est une préoccupation qui est majeure, quels que soient les Français. En revanche, bien évidemment, ça touche certaines populations de manière plus prégnante, les jeunes notamment, les personnes en situation de précarité, et que, bien évidemment, les catégories les plus aisées ne classent moins en première position le pouvoir d'achat. Néanmoins, ça reste un sujet pour eux aussi, puisque chacun, aujourd'hui, les Français sont tous concernés par leurs dépenses et par les économies qu'ils peuvent faire. Bien sûr, il peut y avoir pour les uns des problèmes de facture et pour les autres des problèmes d'impôts. Est-ce que quel est le poids de la question des retraites dont le conclave doit s'achever officiellement ce mardi dans la formation de l'opinion des Français ? C'est un sujet majeur et de tout temps. C'est un sujet qui préoccupe pour le coup tous les Français. Y compris les plus jeunes ? Alors, y compris les plus jeunes, non. C'est un sujet qui est effectivement mis à distance par les plus jeunes parce qu'ils n'ont pas encore la conscience qu'un jour ils seront touchés par ce phénomène et ils ont un rapport aujourd'hui de toute façon au monde du travail qui est totalement différent, avec moins ce besoin de l'emploi, de stabilité sur le long terme, avec une plus grande volatilité effectivement, et donc quelque part une forme un peu d'insouciance face à ces questions. Mais globalement, c'est une question majeure pour le reste de l'opinion, avec vraiment une attente très forte d'avancer sur ces questions dans l'opinion. Oui. La virée d'Emmanuel Macron au Groenland, là maintenant à Calgary, puisqu'il va participer au G7, peuvent-elles lui faire gagner des points dans les sondages ? Alors, on sait dans les enquêtes qu'on mène que Emmanuel Macron est encore... C'est une dernière chose qui lui reste, c'est cette image à l'international, cette capacité à être fort, à être entendu, vraiment à faire autorité à l'international et à gérer ces questions. Et donc, c'est un trait d'image qui lui est fortement attribué, mais pour autant, il ne dit pas qu'il va l'aider à gagner des points de popularité. A priori, là, les 2 années qui restent, c'est plutôt le phénomène inverse qui va s'observer. Quel est son socle encore ? Alors, il garde encore un socle du côté de la droite et du centre-droit, même s'il perd énormément d'électeurs aussi. On voit que l'érosion aujourd'hui, pour lui, elle est partout. Et donc, la difficulté est d'autant plus forte, effectivement, à subsister. Oui. Et celui de François Bayrou, quel est son socle ? Celui de François Bayrou est à peu près identique à celui aujourd'hui d'Emmanuel Macron, avec un plus rétréci. En plus rétréci et en plus rétréci, en plus âgé sans doute aussi. Est-ce que les nouvelles positions du Rassemblement national sur le budget peuvent lui permettre de lui faire gagner des voix sans perdre les siennes et sans perdre son socle ?
Alors, je ne saurais pas vous dire exactement sur ce sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il essaie un minimum de contenter d'un côté et de l'autre et de ne pas froisser les différentes sensibilités politiques, de manière aussi à pouvoir passer sans doute ces mesures de la meilleure manière. Le PS a-t-il un avenir sans LFI, en particulier après les tensions suite aux propos de Jérôme Guedj, un député socialiste, a traité Jean-Luc Mélenchon, je cite, de salopard antisémite ce week-end. C'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a vraiment une gauche qui est fracturée, des dissensions internes qui sont très fortes. Aujourd'hui, il me paraît compliqué de penser une union des gauches pour les mois à venir, même si c'est forcément absolument indispensable pour que la gauche soit visible et prenne part à toutes les campagnes à venir, et notamment la présidentielle. Mais c'est sûr que voilà, les difficultés sont fortes et les enjeux vont être extrêmement importants pour la gauche, oui. Merci beaucoup, Charlotte Cahuzac. On va continuer à suivre ça, notamment à travers le Club Le Figaro Politique. Ce lundi, première diffusion à 22h30 et à 8h ce mardi. On va continuer à s'intéresser à toutes ces questions-là. Merci beaucoup. Et on va s'intéresser maintenant à un autre aspect, un autre dossier, bien sûr, qui domine l'actualité. Ce sont bien évidemment les frappes israéliennes contre l'Iran et les frappes iraniennes contre Israël. L'ambassadeur d'Israël en France est l'invité de Point de Vue. On va notamment le faire réagir aux propos de Jean-Noël Barrot au grand jury RTL, Le Figaro, M6, Public Sénat. Nous avons appelé avec beaucoup de fermeté les deux parties à la retenue. Et ma priorité dans ce moment, c'est évidemment d'assurer la sécurité de nos agents, dont je veux reconnaître le courage et le dévouement dans cette période si difficile, à Tel Aviv comme à Téhéran, de nos compatriotes dans ces deux pays, et puis de nos partenaires de la région qui sont évidemment très inquiets. Mais ce midi, votre appel à la retenue n'est pas entendu. Et ça n'empêche qu'il faut le porter, cet appel. Mais c'est la responsabilité de la France. Est-ce qu'on est déjà dans l'escalade que vous redoutiez ? Quand on voit les tirs qui s'intensifient d'un côté comme de l'autre. Je crois que personne n'a intérêt à un embrasement régional, et c'est pourquoi nous avons dit très clairement quelle était la position de la France. Le programme nucléaire iranien est une menace existentielle pour la sécurité d'Israël, mais au-delà pour la sécurité européenne. Nous avons toujours dit que la meilleure façon de le prévenir, de le contenir, ce programme nucléaire, c'était la voie diplomatique. Nous avons pris acte de la décision du gouvernement israélien de mener ces opérations militaires que nous n'avons pas soutenues, auxquelles nous n'avons pas participé. Et nous appelons maintenant l'ensemble des parties à la retenue et à l'ouverture de ces négociations conduisant à un véritable retour en arrière crédible de ce programme nucléaire. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Joshua Zarka. Est-ce qu'Israël est prêt à suivre les conseils du ministre français des Affaires étrangères ? Vous savez, dans chaque opération militaire, il y a un avant et un après. L'avant, c'est généralement l'échec de la diplomatie. Alors, ça fait 25 ans que la diplomatie essaye d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, et ça fait 25 ans que la diplomatie internationale, il faut dire, fait en sorte de minimaliser les capacités nucléaires iraniennes, et ça a échoué. Le dernier rapport du directeur général de l'AIEA, M. Grossi, disait d'une façon très claire qu'il est impossible, il lui est impossible d'expliquer pourquoi l'Iran a ce qu'elle a à des fins pacifiques, et que l'Iran avait suffisamment de matériel fissile pour 8 bombes nucléaires, 8 armes nucléaires. Il y a cela, et il y a aussi le fait que les Iraniens ont continué d'avancer et continué à menacer mon pays de destruction. Alors, donc, il y a l'utilisation de l'option militaire. Avant cela, il y avait l'échec de la diplomatie, mais quand nous aurons terminé, quand nous aurons atteint nos buts militaires, il y aura peut-être aussi besoin d'une option diplomatique qui permettra de fermer cet événement complètement. Quand est-ce que vous aurez atteint vos objectifs militaires ? Je ne peux pas vous donner un temps à cela, je peux vous dire que nous avons encore du travail à faire. Et quelle est la nature de ces objectifs militaires ? Ces objectifs sont très clairs. Premièrement, c'est de nous débarrasser des menaces, je dirais, existentielles qu'il y avait contre nos pays qui venaient de l'Iran.
Il y en avait deux. La première menace, c'était les capacités balistiques que l'Iran a développées ces dernières années. Et on voit justement les capacités résiduelles, parce qu'on s'est débarrassé d'une grande partie de leurs capacités balistiques ces derniers jours, qui attaquent mon pays. Et on voit ils essaient de tuer le plus de civils possible. Et on voit les résultats de ces attaques, qui sont des résultats terribles. Et parallèlement, il y avait aussi l'option nucléaire militaire que les Iraniens développaient et qui était arrivée à un niveau où nous avions défini auparavant, que ce soit aux Iraniens et en général, que à partir d'un certain niveau, Israël se sentirait obligé d'avoir une opération militaire pour les empêcher de continuer d'avancer. Les objectifs de guerre, le but de guerre que vous décrivez, Joshua Zarka, est un but de guerre purement militaire. Est-ce que vous pouvez m'assurer que le but de guerre d'Israël n'est pas un changement de régime ? Nous l'avons, je le dis sur tous les plateaux, je le répète d'une façon catégorique. Le changement de régime ne fait pas partie des buts militaires ni des buts politiques de cette opération. On a entendu quand même des messages de la part du gouvernement israélien à l'adresse du peuple iranien. Donc c'est pour ça que la question se pose. Oui, j'ajoute à ce que je viens de dire que si ça arrivait, ce serait pour le bien de toute la région, pour le bien des Iraniens, pour le bien de la stabilité régionale et bien sûr pour notre bien à nous. Vous savez, nous n'avons aucun problème avec le peuple iranien, bien au contraire. Le peuple iranien est un peuple ami, avec lequel nous avions d'excellentes relations dans le passé et avec lequel nous aurons d'excellentes relations dans le futur. La seule raison pour laquelle nous sommes en conflit avec l'Iran, c'est à cause de ce régime. Nous n'avons ni frontières communes, ni de disputes territoriales ou autre chose. Nous avons seulement la haine qu'ont les Iraniens pour les Israéliens. Et une fois qu'a le régime iranien pour les Israéliens, et une fois que ce régime aura disparu, cette haine aura disparu avec. Mais ce n'est pas le but. Vous ne pensez pas que justement l'attachement au nucléaire et à l'arme nucléaire dépasse les clivages qui peuvent y avoir à l'intérieur du peuple iranien, que c'est pas quelque chose... Vous ne pensez pas, vous ne voyez pas que ça fait consensus au sein de l'opinion iranienne ? Non, les Iraniens veulent se débarrasser de ce régime. Et nous faisons très attention à ne pas toucher les civils iraniens. Les Iraniens veulent se débarrasser de ce régime, peut-être, sans doute, mais est-ce que vous ne pensez pas que le projet nucléaire est quelque chose qui transcende les clivages et les opinions à l'intérieur de la société iranienne, et que même les opposants au Mollah tiennent à ce programme nucléaire. C'est un programme d'ailleurs qui a commencé avant la révolution de 1979. Il y a un risque, clairement, mais n'oublions pas que, par exemple, il y a un réacteur nucléaire civil à Boucher qui n'est pas touché. Alors, ce n'est pas que nous avons un problème avec des capacités nucléaires civiles. Bien au contraire, Boucher est un réacteur qui est fait pour l'électricité et nous n'avons aucune intention de le toucher. Par contre, toutes les infrastructures iraniennes nucléaires qui ont une capacité d'être des infrastructures militaires, là, nous les ciblons et nous les touchons. Joshua Zarka, vous disiez que les capacités balistiques iraniennes font encore beaucoup de mal à Israël. 24 morts au moins à l'heure où on se parle, 700 blessés en Israël. Est-ce que le système de sécurité d'hommes de fer dont s'est doté Israël n'a pas montré ses limites ? Non, mais vous savez, le dôme de fer n'était pas... le dôme de fer était seulement, il faut dire, une des couches du système de défense. Il y en a 5. Jusqu'à 5. C'est seulement une des couches du système de défense. Mais ce n'est pas un système hermétique. Quand les Iraniens tirent des centaines et des centaines de missiles contre Israël, certains de ces missiles, malheureusement, réussissent à passer. Ce n'est pas un système qui est hermétique. Mais nous nous défendons. Si nous n'avions pas ce système de défense, la situation sur le terrain en Israël serait totalement différente. Ce serait des centaines ou même des milliers de morts que nous aurions jusqu'à présent. Ce qui prouve quand même, effectivement, comme vous le disiez, il y a encore des capacités balistiques en Ukraine. Tout à fait. Malgré les frappes qui ont été menées maintenant ou avant. Et les frappes continuent à être menées afin justement de nous débarrasser de ces capacités balistiques qui sont encore entre les mains des Iraniens. Question au diplomate que vous êtes, Joshua Zarka, puisqu'on parlait justement de la question diplomatique. On a effectivement, on voit à l'heure où on se parle encore un certain nombre de propositions de médiation
qui sont formulées. On va y revenir. Peut-être une question précise, puisqu'on a commencé notre entretien sur ça. Qu'attendez-vous de la France exactement ? Qu'attendons-nous de la France exactement ? Qu'elle donne le soutien moral et un soutien, disons, clair. Qu'elle continue de donner ce soutien clair sur le dossier iranien qu'elle a donné jusqu'à présent et qu'elle attire d'autres pays et qu'elle réussisse à s'entourer d'autres pays européens ou occidentaux qui adoptent cette position. Pensez-vous que Paris renoncera à reconnaître un État palestinien dans Non, je ne pense pas. Vous le regrettez ? Bien sûr. Bien sûr. Mais n'oublions pas, vous savez, la question de l'État palestinien est beaucoup plus complexe que la reconnaissance par la France ou l'autre. Israël a proposé à 4 différentes occasions la création d'un État palestinien aux Palestiniens pour un accord de paix. Ces 4 occasions, les Palestiniens sont ceux qui ont rejeté cet accord de paix. C'était un accord qui leur permettrait de créer un État sans aucune condition. La première fois, c'était en 2000 avec Arafat. 2 fois ensuite, c'était aussi Arafat, immédiatement après le fiasco de Camp David, le rejet par Arafat de l'offre de Camp David. Et ensuite, la 4e fois qu'on avait proposé la création d'un État palestinien, c'était Olmert qui avait proposé à Mahmoud Abbas. Et là aussi, ça avait été rejeté d'une façon très claire. Non, mais et en plus, il y a autre chose, un point qui est très important, c'est qu'entre les 3 premières propositions et la 4e, nous nous sommes retirés d'une façon unilatérale de la bande de Gaza. Et ce que nous avons fait, c'est nous avons permis aux Palestiniens de créer un État sur la bande de Gaza. Et ce que nous avons reçu à la place d'un État qui pourrait vivre à nos côtés pacifiquement, c'est un État du Hamas qui nous a donné finalement le 7 octobre. Revenons aux frappes en Iran, Joshua Zarka. Est-ce que la Russie vient de le réaffirmer en disant qu'elle est prête à jouer les médiateurs dans ce conflit et accepter de recevoir l'uranium iranien, vieille proposition d'ailleurs que Moscou avait déjà fait à la fin des années 2000, donc réitérée aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être une solution ? Là, si vous vous rappelez, le matériel fissile, l'expatriation du matériel fissile iranien vers la Russie était quelque chose qui faisait partie du JCPOA, de l'accord nucléaire de 2015. La question aujourd'hui est une question plus large. Est-ce que la Russie en général est un pays qui peut être signataire et à qui la communauté internationale peut avoir confiance quand on parle de matériel fissile qui sort de l'Iran ? C'est une grande question. Ce n'est pas seulement une question qui nous est posée à nous Israéliens, mais je pense que c'est plutôt à la communauté internationale de décider si oui ou non ce serait un partenaire. Mais Israël fait partie de la communauté internationale, si je ne m'abuse. C'est seulement notre question. Donc, et le point de vue israélien sur cette question ? Une fois que cette proposition sera présentée de façon crédible et sérieuse, le gouvernement israélien prendra une position. Ce ne sera pas ma décision à moi, ce sera celle du Premier ministre et du gouvernement israélien. Et quelles sont les hypothèses de position que pourrait prendre le gouvernement israélien dans ce cas-là ? Oui ou non, ou peut-être. La Turquie, à l'instant, vient elle-même aussi de proposer ses services pour des pourparlers, pour des discussions. Est-ce que ce serait une bonne idée ? Je ne suis pas sûr qu'Erdogan est l'acteur en qui nous pouvons avoir confiance aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez que les États-Unis s'impliquent dans le conflit ? Vous savez, les États-Unis, d'une certaine façon, sont déjà impliqués parce qu'ils nous aident dans la défense des cieux israéliens contre les attaques iraniennes. Alors, clairement, oui, nous ne demandons pas aux Américains de participer à l'offensive. Ils ont été un peu mis devant le fait accompli ? Non, pas du tout. Vraiment ? Non, pas du tout. Vraiment ? Oui, vraiment. Ils ont été partie prenante dans la décision. Il y a une énorme différence dans les affaires internationales, et c'est important que tout le monde le comprenne. Il y a une énorme différence entre ce qui apparaît, ce qui est dit, ce qui est présenté aux médias, et ce qui se passe derrière les portes fermées. Une énorme différence. Joshua Zarka, il y a 2 choses. C'est-à-dire que dire aux Américains « on va frapper »,
Les informer, c'est une chose, mais est-ce que les Américains ont été consultés dans la prise de décision? Je vous donne des exemples dans le passé. En 2012, c'est maintenant connu, Israël avait l'intention d'attaquer l'Iran. Le président, on en avait parlé aux Américains, le président Obama avait dit non. Et on s'est arrêté. En 2007, quand nous avons attaqué le réacteur nucléaire d'Ir az-Zour syrien, en Syrie, il y a un livre entier qui a été écrit à ce sujet par un Américain. Il s'appelle Tested by Zion, le livre. Je vous propose de le lire. Dans lequel il décrit d'une façon très précise les discussions qu'il y avait et le fait qu'en fin de compte, les Américains ont dit nous n'allons pas participer à cette attaque, etc. Les relations qui existent entre Israël et les États-Unis sont telles qu'on ne met pas les États-Unis devant un fait accompli. On en parle très, très longuement et on se met d'accord sur les points. Et sur la politique et sur les affaires, pour la politique à prendre envers un problème ou un autre. Dans ce cas-là, c'est la même chose. Il y a eu de longues discussions. Vous savez, quand le président Trump a décidé d'opter pour les négociations diplomatiques, il a donné aux Iraniens 60 jours. Il a été très clair. Vous avez 60 jours. Après 60 jours, je n'ai plus aucune obligation. N'oublions pas que l'opération a commencé le 61e jour de ce calendrier. Je reviens à l'actualité entre les relations entre la France et Israël. Se tient actuellement le salon du Bourget, le salon aéronautique. Les stands israéliens, sur décision française, les stands militaires israéliens ont été fermés. Israël condamne cette décision sans précédent et outrageante. Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est compliqué de laisser des stands militaires dans les conditions actuelles? Non, pas du tout. Je ne comprends pas ça du tout. Franchement, c'est quand Israël... les armes qui sont utilisées, qui sont présentées par les industries israéliennes, sont des armes qui sont utilisées par les pays européens, par la plupart des pays européens, pour se défendre contre des agressions venant de l'Est. Je ne vois pas comment présenter des armes qui sont utilisées par tous les pays européens serait un problème. Bien au contraire. Et franchement, des fois, il est difficile de suivre la position française vis-à-vis d'Israël dans les différents sujets. Revenons justement aux frappes en tant que telles. Est-ce que le risque pour Israël, au-delà des débats qu'il y a actuels, n'est pas d'avoir abattu sa carte maîtresse en procédant à ces frappes? Pour l'instant, l'idée de frapper l'Iran dans son cœur nucléaire était une menace, qui était la menace suprême, qui était vous savez, agitée par Israël. N'oublions pas, ça fait 25 ans que ce programme avance. Il avance petit à petit. En 2003, ils avaient déjà pris la décision de développer l'arme nucléaire. Si les Iraniens qui ne connaissent pas ce sujet, comme l'ambassadeur d'Iran ici qui a donné un interview ce matin, qui clairement ne connaît pas les détails de ce sujet... Vous croyez je suis persuadé. Je les invite à venir en Israël. Nous avons certains documents que nous avons empruntés en Iran il y a quelques années, un archive nucléaire, et dans lesquels c'est décrit d'une façon très claire. Ils avaient pris la décision de s'armer, de se doter de l'arme nucléaire. Ils se sont arrêtés à cause de la crainte d'une attaque américaine. Et ils ont repris ces derniers temps cette décision de se doter de l'arme nucléaire. Une grande partie des personnes qui ont été éliminées le premier jour de l'opération étaient ceux qui faisaient partie de la prise de décision justement de se doter de l'arme nucléaire et ceux qui mettaient cette décision en œuvre. Deux dernières questions par rapport à ce dossier, Joshua Zarka. La première, c'est que, certes, l'état-major iranien est décapité, le système de renseignement iranien décapité, un certain nombre de scientifiques ont été éliminés. Néanmoins, est-ce que vous ne pensez pas que, malgré toutes les frappes qui pourront être menées, une fois que cette campagne sera terminée, les Iraniens n'auront pas la capacité de reprendre leur programme nucléaire? Autrement dit, vous pouvez anéantir au maximum les capacités. Il y a une chose
qui n'est pas encore acquise, c'est que vous ayez anéanti la volonté et la détermination iranienne à se doter de cette arme nucléaire. C'est une très bonne question. Et quand je parlais justement du fait que autour de chaque activité militaire, il y a une activité diplomatique qui a échoué et une activité diplomatique qui doit fermer l'événement. Là, je pense que la communauté internationale aura un rôle très important à jouer pour fermer cet événement et faire en sorte qu'il n'y ait pas une envie iranienne dans le futur, dans 15-10 ans, d'essayer de reprendre ce programme. C'est compliqué de faire passer l'envie. C'est compliqué. Ne craignez-vous pas justement que ces frappes aboutissent à l'effet inverse de l'effet désiré et qu'au lieu de faire renoncer les Iraniens à se doter de l'arme nucléaire, elles les renforcent dans cette conviction? Même si c'est la renforcer, vous savez, reprendre et reconstruire ce qui a été détruit, ce qui va continuer d'être détruit, va leur prendre des années. Mais les formules restent dans les têtes. Par exemple, justement, les têtes ne sont plus sur place. Oui, mais il y en a d'autres. Oui. Même s'il n'y a pas de tête nucléaire, ça prend un certain temps pour faire un doctorat en énergie atomique. Vous savez, quand nous avons attaqué au Irak, au Deir ez-Zor, en Irak et en Syrie. En Irak et en Syrie, effectivement. Et la même question s'était posée. Combien de temps ça va repousser le programme? Et pourquoi pensons-nous que les Syriens ou les Irakiens ne vont pas reprendre ce programme et essayer de le remettre sur pied? Et le fait est que ça ne s'est pas fait. Le programme nucléaire iranien est nettement plus avancé que ne l'était le programme irakien et le programme syrien. Effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons dû opérer. Merci beaucoup Joshua Zarka d'avoir répondu avec franchise aux questions qui vous étaient posées avec la même franchise. Merci beaucoup et on va continuer bien évidemment à suivre ce dossier et vous avez table ouverte pour venir commenter et réagir au développement de cette actualité. On va s'intéresser maintenant à une autre guerre commerciale, en tout cas pour l'instant elle reste commerciale, entre la Chine et les États-Unis. Faut-il croire à l'apaisement comme l'assuraient les responsables américains? On posera la question dans un instant à David Bavrez, mais pour l'instant on écoute le président américain et le négociateur en charge de ce dossier. We had a wonderful deal yesterday. We have 4 or 5 other deals coming immediately. We have many deals coming down the line, and ultimately we're just signing the rest of them in. But we always have a baseline of 10%. Today, with this agreement, we come to agreement that our reciprocal tariff rate will go down to 10% on the United States side, so it goes down 115%. We enter into a 90-day pause period for negotiations, which both the Chinese and the United States are very committed to, and the Chinese on their side also go down 115% to 10%, and they remove the countermeasures that they have in place. Bonjour David Bavrez. Bonjour. Est-ce que la Chine et les USA ont vraiment enterré l'âge de guerre? Alors moi je ne crois pas. Je ne crois pas parce que tout ça s'est passé vous vous souvenez, c'est à peu près il y a un mois, lors d'un week-end à Genève qui a surpris par le fait qu'on était tombé sur un accord aussi rapidement. Et en fait pour moi ils se sont mis d'accord sur leur désaccord. C'est-à-dire que d'un côté les États-Unis ont dit à la Chine vous ne pouvez pas stopper tout le business que vous avez avec nous, puisque votre économie ne fait pas plus 5% comme vous le prétendez officiellement, mais vous êtes juste au mieux stable. Donc les exportations de la Chine vers les États-Unis, c'est au moins 5% de PNB. Donc si vous arrêtez, c'est l'équivalent du Covid. Et puis la Chine a dit aux États-Unis, si vous nous mettez 150% de droits de douane, vous allez avoir une inflation telle que vous pouvez oublier votre refinancement de 10 000 milliards de dollars. C'est-à-dire c'est un tiers du PNB américain qui doit être refinancé dans les 24 prochains mois, et donc vous aurez un krach obligataire. Donc les deux se sont mis d'accord sur une partie de poker menteur sur le fait que on ne va pas dégainer tout de suite, mais ce que l'on n'a pas dit, c'est que la Chine a signifié aux États-Unis le découplage. Alors, on va y revenir, et on va revenir justement sur cette notion de découplage, David Bavrez. D'abord, question, puisque c'est l'actualité, est-ce qu'il pourrait
quand même y avoir une avancée au cours du G7 qui s'ouvre à Calgary au Canada. On a vu dans les déclarations qui ont été tenues, dans les déclarations d'intention, un mantra qui revient dans ce genre de discussion, on a l'impression d'être à Davos, c'est surtout pas de protectionnisme. Alors, là encore, je n'y crois pas. Vous allez avoir naturellement, le monde n'est jamais fait, surtout avec les Chinois, c'est jamais une ligne droite. Vous savez, ce qu'on va voir, c'est une tendance long terme, c'est ça qui est important durant le week-end à Genève, c'est que la Chine a signifié aux États-Unis que désormais, la Chine dépendait des États-Unis beaucoup moins qu'on ne le croyait, et qu'à l'inverse, les États-Unis allaient découvrir qu'ils dépendaient de la Chine beaucoup plus que précédemment. Oh, alors, ça, c'est ce qu'on entend depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et c'est pas on entend, mais on le voit. Alors, on le voit parce que... Mais jusqu'où, c'est la question, c'est jusqu'où on le voit. Parce que, on va revenir justement sur cette dépendance, si vous le voulez bien, on va la décrire, cette dépendance. On parle d'un accès aux fameuses terres rares pour les produits américains. Quelles sont justement les terres rares nécessaires à l'économie et aux produits américains ? Alors, c'est précisément le faux débat. Les terres rares ne sont pas rares. Les terres rares, il y en a pas. Qu'est-ce qu'on appelle les terres rares, d'ailleurs ? Alors, les terres rares, c'est les terres rares, pardon. Les terres rares, c'est à peu près une cinquantaine de métaux qui interviennent dans de très nombreuses chaînes de production, essentiellement électroniques, mais y compris, par exemple, l'automobile. Par exemple, comme type de métaux ? Alors, malheureusement, ça, c'est pas ma spécialité, mais ce sont des noms barbares parce que ce ne sont que des produits... mais les produits, par contre, les produits qui sont les produits, créés, il y a l'automobile ? Oui, alors je vais vous donner un exemple, c'est que l'automobile qui est potentiellement à l'arrêt en juillet aux États-Unis ou en Europe, les terres rares représentent entre 150 et 200 euros dans une voiture qui va vous être vendue entre 30 000 et 50 000 euros. Les importations de terres rares par les États-Unis en provenance de Chine se montent à moins de 200 millions de dollars. Le PNB américain, nous parlons de pratiquement 30 000 milliards de dollars. Donc là, quand je vous dis que les États-Unis vont se rendre compte qu'ils sont beaucoup plus dépendants de la Chine qu'ils ne le croyaient, c'est que les terres rares sont infimes. La raison pour laquelle on est dépendant, c'est que ces marchés en dollars sont des marchés qui sont infimes et que donc on n'y a jamais prêté attention. En disant, de toute façon, si un jour il y a un problème, je peux payer 10 fois plus. Et je vous rappelle que, par exemple, en 2001, quand la Chine est rentrée dans l'OMC, le plus gros producteur de terres rares, c'était Rhône-Poulenc à La Rochelle. Et la raison pour laquelle on a délocalisé tout en Chine, c'est que le raffinage de ces terres rares est extrêmement polluant et qu'à l'époque, Rhône-Poulenc rejetait tout dans l'Atlantique. Et qu'on a dit, si les Chinois acceptent de le faire... Donc si vous allez aujourd'hui en Mongolie intérieure, vous verrez, si vous survolez la Mongolie intérieure, c'est très bien, vous y allez avec vos enfants, vos petits-enfants, vous pouvez leur apprendre toutes les couleurs. Les lacs sont de toutes les couleurs, compte tenu des produits chimiques qui ont été utilisés. Donc, ce que je vous dis, c'est que nous allons découvrir que la Chine étant 35% du manufacturing mondial aujourd'hui, cette moyenne, elle est totalement trompeuse. Ce que ça signifie, c'est que dans chaque chaîne de production, à un moment, à une étape, la Chine, depuis 10 ans, a construit... Il y a un petit caillou chinois dans les chaussures des clients. Que je produis à 80, 85, 90% dans le monde. C'est ça. Ce qui est très intéressant, ce que vous dites, c'est que finalement, en termes de quantité, c'est négligeable, mais on ne peut pas s'en passer. Exactement. En termes de montant financier, c'est négligeable, et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui prisonniers. C'est le paradoxe. Est-ce que les Américains pourraient, justement, un jour, réobtenir une autonomie, c'est-à-dire produire, et les Européens aussi d'ailleurs, produire leurs propres terres rares? Alors, absolument, je vous ai dit qu'à La Rochelle, on le faisait. Oui, c'était avec Rhône-Poulenc. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que juste que ça va nous coûter beaucoup plus cher. Ça va nous coûter 5, 10 fois plus cher parce qu'il y a un coût environnemental énorme que la Chine a négligé. Et il y a le coût environnemental, mais David Bava, c'est tout le problème des investissements. C'est-à-dire qu'au début, ça coûte cher, mais est-ce que sur le long terme, ça ne peut pas être payant? Alors, le problème que nous avons, ce n'est pas seulement sur les terres rares, c'est dans tous les domaines. Tout l'enjeu, les hommes politiques nous parlent de souveraineté. La souveraineté, c'est impossible dans le monde.
actuelle. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été possible. Je vous rappelle, le dernier souverain en France, on lui a coupé la tête à la fin du 18e. Donc je vous ne le souhaite pas. Ce que nous devons faire, c'est tourner une nos forme d'autonomie dépendances. qu'avait démontré le général de Gaulle, à laquelle on pouvait accéder. Ce qui est important, c'est de tourner nos dépendances en interdépendance. Et vous aurez noté que l'accord qui est en discussion actuellement entre les Chinois et les Américains, c'est de dire, les Chinois disent, on va vous les fournir. Parce qu'on sait très bien que, en fait, vous pouvez très bien les produire vous-même. Mais contre ça, on veut l'information de tout ce que vous allez faire avec. Ça, c'est un des points très importants de cette négociation qui passe inaperçue parce qu'elle est très technique, mais qui quand même mérite d'être soulignée, c'est que les Chinois disent à leurs interlocuteurs, américains ou européens, qu'ils pourront donner un accès à ces fameux minerais, à ces fameux métaux, à ces fameuses terres rares, en échange d'un certain nombre d'informations. Or, c'est ce qui dure depuis des années, des décennies. On se souvient dans les années 2000 que Jean-Pierre Raffarin et Jacques Chirac claironnaient qu'ils avaient accès au marché chinois et on parlait un peu vite de transfert de technologie. Sauf qu'aujourd'hui, les Chinois ont la technologie et sont devenus bien plus innovants que les Européens dans un certain nombre de domaines. Et vous voyez que la vraie guerre, c'est la guerre de l'information. Et de leur côté, les Américains disent les Chinois, si vous passez par le Vietnam, pour éviter nos tarifs douaniers, et bien ce que nous avons demandé aux Vietnamiens, c'est de nous prouver que dans un produit vietnamien, il n'y a pas trop de produits chinois. Et donc, ce que recherchent les Américains, c'est pas de taxer les Vietnamiens, c'est d'avoir le maximum d'informations sur la supply chain, donc la source au départ, en Chine. Donc, parce que l'objectif pour les Chinois, derrière, c'est d'avoir plus d'informations pour gagner la bataille de l'innovation ? Absolument. Ils veulent savoir, avec ces terres, quels sont les produits innovants que nous fabriquons. Et à l'inverse, les États-Unis veulent connaître, à travers les importations, qu'elles soient mexicaines ou vietnamiennes, quels sont les fabricants chinois qui sont derrière, de manière à ce que, potentiellement, je prenne des sanctions très, très ciblées sur ces entreprises. Donc c'est une course contre la montre que se livrent ces deux pays à travers ces négociations. Ce découplage est quelque chose d'inimaginable pour nous. C'est que nous avons passé 20 ans depuis 2001, à construire des écosystèmes de production qui étaient les plus efficients au monde. Et là, nous allons passer les prochaines années à défaire tout ce que nous avons fait pendant 20 ans. Et la grande question... Et c'est pour ça qu'on peut aller vers la souveraineté. Non, mais ça va être à quelle vitesse ? Non, parce que ce que nous allons avoir, c'est de l'inflation. Et vous savez que c'est tout le jeu des Chinois. De dire, vous savez très bien que... de frapper les autres pays et les autres marchés au portefeuille. Vous prenez Versailles en 1989 avec la brioche, vous prenez le printemps arabe, c'est toujours l'inflation, et plus particulièrement l'inflation alimentaire qu'il faut sauter nos démocraties. Les printemps arabes, effectivement, sont les produits des émeutes de la faim. Extrêmement inflationniste. Et ça, pour nous, démocrates, c'est très mauvais. Comment la Chine a opéré pour réduire sa dépendance au marché américain ? Alors la Chine, en fait, ça fait partie de ce paradoxe, c'est que la Chine importe des États-Unis essentiellement de l'énergie et des produits agricoles. Et vous prenez les importations énergétiques de la Chine en provenance des États-Unis depuis le début de l'année, elles sont en baisse d'entre 50 et 70%, parce que vous avez des alternatives, une iranienne notamment, dont on a parlé, une russe, et que les importations de soja, c'est de l'alimentation seulement pour le bétail. Aujourd'hui, ça a été remplacé par le Brésil. Alors que... Elle a diversifié ses sources. Elle a diversifié ses sources, alors que la Chine est en train de montrer, comme je l'ai dit, aux États-Unis, que les terres rares, c'est juste un petit... Encore une fois, en montant en dollars, c'est très faible, mais c'est un signal envoyé. Les États-Unis, vous ne pourrez plus produire de la même manière que précédemment, parce qu'on va vous le couper. Mais on ne va pas vous le couper comme en 2017, où les États-Unis avaient coupé de manière extrêmement soudaine des semi-conducteurs à ZTE et Huawei, qui étaient les géants des télécoms chinois. C'est pour ça qu'à Genève, les Chinois ils sont toujours beaucoup plus rusés. Ils ont dit, ce découplage, nous allons le faire le plus rapidement possible, mais à notre rythme. Donc on ne va pas tout vous couper du jour au lendemain, mais dès qu'on a un produit chinois ou un produit européen, et c'est ça notre chance, on va l'importer d'Europe, on va le fabriquer en Chine, et on ne va plus
vous l'achetez à vous, américain. Alors, on parle comme si les Chinois avaient gagné, comme si les Chinois étaient les plus forts dans cette bataille. Ce qu'on observe quand même par rapport à ce que vous dites, vous parlez de découplage. Donc, ce qu'on appelle le découplage, c'est-à-dire l'interdépendance entre la Chine et les États-Unis. Et donc, votre thèse est de dire que cette interdépendance va être beaucoup moins forte dans les années à venir et il n'y aura plus le couple sino-américain. Plus la Chine-Amérique. La Chine-Amérique. Néanmoins, on voit bien à travers ces accords et même le fait de se mettre d'accord pour reconnaître ces désaccords, c'est que cette interdépendance est encore forte entre les deux pays. Et c'est pour ça qu'on a un énorme problème et qu'il va nous arriver, il y a un mot horrible qu'il ne faut jamais prononcer, c'est stagflation. C'est celui que nos parents ont connu entre 1975 et 1980 et c'est celui qui nous attend. Parce qu'en fait, ce que vous avez, c'est que vous avez tous nos coûts de production vont augmenter, puisque naturellement, la raison pour laquelle on est en Chine, c'est que c'était la manière la plus efficiente de produire. Et au même moment, on n'a pas parlé du 2 avril 2025, qui est le jour de libération, mais c'est le jour de libération de la stagflation, parce qu'en fait, c'est pas du tout une guerre commerciale. Qu'est-ce qui s'est passé le 2 avril 2025 ? Le président Trump est arrivé et a imposé des droits de douane à l'ensemble de la planète, en disant que nous nous étions enrichis de manière indue sur le dos des Américains, alors qu'ils sont 60% de leur capitalisation boursière et 70% de la capitalisation boursière mondiale. C'était une question rhétorique, bien évidemment. Donc le vrai message du 2 avril, c'est que c'est la fin de l'endettement public américain. Et c'est le fait que ce sont des militaires qui ont dit on stoppe, parce que c'est la loi de Neil Ferguson, l'historien britannique, qui dit que lorsque vous êtes un pays et que vous payez plus en charge d'intérêt de votre dette souveraine qu'en budget militaire, vous perdez toute votre crédibilité géopolitique. Ce qui arrive à la France et ce qui est sur le point d'arriver aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui, les 1000 milliards de dollars de budget militaire sont les mêmes que les intérêts qui sont payés sur la dette. Mais si les taux d'intérêt remontent, les intérêts de la dette seront supérieurs aux 1000 milliards du budget militaire américain. Alors que moi, américain, je n'ai pas fait le pivot vers l'Asie que Hillary Clinton annonçait en 2011. Donc j'ai 15 ans de sous-investissement dans la mer de Chine, qui est le futur théâtre de tensions militaires. Mais ça, donc c'est la fin de c'est pas que la faute de Trump. Non, mais du coup, ce qui se passe, c'est que on ne peut pas continuer à avoir cet emballement de la dette américaine. Et les États-Unis disent c'est au reste du monde de payer, et ça n'est pas à l'Amérique. Est-ce que Trump, quand même, dans cette bataille contre la Chine, n'a pas réussi à faire baisser les exportations chinoises ? Selon Pékin, elles auraient baissé quand même de 12,5% depuis le début de l'année. Oui, mais la statistique est trompeuse, parce que si vous ajoutez les importations américaines en provenance du Vietnam et du Mexique, vous arrivez au même chiffre. Donc vous avez juste un petit détour, de manière à faire plaisir aux statistiques officielles. Est-ce qu'il y aura un feu d'artifice pour l'Independence Day ? Alors ça, c'est la grande question. La Chine a décrété, ça fait partie de ces petits signaux que les Chinois adorent, la Chine a décrété à Genève que les feux d'artifice étaient stratégiques, il n'y aurait plus d'exportation chinoise de feux d'artifice vers les États-Unis. La Chine fabrique 95% des feux d'artifice dans le monde. On a une société, nous, en France, qui s'appelle Roudieri, qui est dans le sud de la France, qui fait des feux d'artifice. Et je pense que c'est une très, très bonne nouvelle pour eux. L'idée de la Chine, c'est de dire, le 4 juillet, fête nationale, pas de feux d'artifice. C'est un peu comme chez nous, un 14 juillet sans feux d'artifice. On voit les failles et les faiblesses américaines dans cette confrontation. Est-ce que la Chine n'en a pas, elle ? La Chine a une énorme faiblesse, c'est son économie. C'est qu'aujourd'hui, c'est ce que dit le gouvernement officiellement. Le gouvernement, il y a eu les 2 assemblées, la réunion économique au mois de mars, ils ont dit nous cherchons à stabiliser l'économie. Donc le plus 5% de PNB annoncé officiellement, il est bidon. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'économie est au mieux. Donc la Chine, aujourd'hui, est obligée elle-même de réinjecter, de faire un quoi qu'il en coûte, de réinjecter de l'argent dans sa propre économie pour faire tourner la machine. Non, parce que justement, elle ne le fait pas. C'est quoi qu'il vous en coûte. C'est ça la grande différence. C'est que la Chine est en économie de guerre. Elle pressurise sa population de manière à avoir la base de coûts la plus faible possible, de manière à exporter partout dans le monde. Le surplus commercial de la Chine est plus de 1000 milliards de dollars. C'est un montant absolument
délirant. Et Donc, c'est en fait, un trésor de guerre dans lequel elle compte taper si l'économie s'affaiblit. Exactement. Bienvenue en économie de guerre, David Bavret. C'est le livre que vous avez signé. C'est un livre. Bien sûr, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc, bienvenue, il faut tout reconstruire. Et qu'il faut lire et avec profit parce que c'est très très intéressant. On en sort plus intelligent à la fin qu'au début. C'est aux éditions Novice. Merci beaucoup. Grand merci. Et à très bientôt. On va continuer de suivre tous ces développements de l'actualité. Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit, avec Anne-Emmanuel Isaac.